Rendons grâce à Dieu, chantent en chœur les jeunes filles de l'Institut protestant de Luçon en ce mois de mars 1969. Ces jeunes alémaniques qui terminent leur scolarité dans le paisible village vaudois soupçonnent-elles alors qu'elles ont d'excellentes raisons de remercier le Créateur. Elles viennent en effet d'échapper au pire. Quelques semaines auparavant, à 2 kilomètres de leur pensionnat, se produisait un accident nucléaire majeur qui aurait bien pu bouleverser la vie des habitants de Luçon et des environs. Le réacteur de la centrale expérimentale établie sur la commune était victime d'une surchauffe, provoquant des explosions et la libération de substances radioactives au-delà de l'enceinte de confinement. Une simple avarie, dira-t-on à l'époque, un accident sérieux, corrigera-t-on par la suite. En tous les cas, cet événement sonne le glas du projet de filière de réacteurs nucléaires 100% Swiss-made. Le destin tragique de la centrale expérimentale de Luçon, porteuse de tous les espoirs de l'industrie et du gouvernement suisse au début des années 1960, démontre les limites du compromis helvétique. Il est aussi révélateur d'une époque guidée par une foi inébranlable dans le progrès et la technique, dans la puissance et le génie de l'homme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 archives intitulé « Luçon, le rêve brisé du nucléaire helvétique ». 1001 archives, un podcast proposé par les archives de la RTS. 1945. Les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki explosent, semant la mort et la désolation à une échelle jusqu'alors inenvisageable. Le grand public prend conscience du pouvoir destructeur de l'atome, mais parallèlement, la perspective de dompter l'atome, d'utiliser le potentiel de l'énergie atomique à des fins pacifiques, se développe dans les esprits. L'énergie nucléaire, la force dont le soleil tire son pouvoir, the force from which the sun draws its power, selon la formule du président américain Harry Truman, fascine autant qu'elle effraie. La maîtrise de l'atome est vue comme une épopée prométhéenne, un triomphe de l'esprit humain sur la matière. On imagine déjà des voitures, des avions, des bateaux mus par de minuscules moteurs à uranium, leur procurant une énergie quasi inépuisable. Au Parlement, des députés promettent de chauffer et d'éclairer la Suisse entière grâce à une seule machine. Comme dans de nombreux autres pays, les industriels et les politiciens suisses s'organisent pour tirer parti de cette nouvelle source d'énergie pleine de promesses. En 1947, la Confédération débloque un crédit de 18 millions de francs pour soutenir la recherche sur l'énergie atomique. Le programme, placé sous l'égide du département militaire, prévoit notamment d'encourager la prospection d'uranium dans les Alpes et la construction d'un réacteur expérimental. Des projets de recherche épars voient le jour au sein des grandes entreprises et dans les universités, mais sans aucun résultat notable. En 1967, le conseiller d'État genevois André Chavannes porte un jugement très critique sur ces premières années du développement de la technologie nucléaire en Suisse. C'est fini en effet l'époque où chacun travaillait dans son petit coin et pouvait faire des recherches tout seul. On a essayé, la dernière fois en Suisse, on a essayé de le faire dans des conditions que je trouve un peu ridicules. C'était au moment du démarrage de l'industrie atomique suisse. Il y a des documents qui disent, nous en Suisse on n'est pas comme tout le monde, on va confier ça à l'industrie privée, le démarrage de l'industrie atomique suisse. Ben, c'était un échec complet. C'était un échec complet parce qu'après tout, les industriels ont leurs responsabilités vis-à-vis de leurs actionnaires, vis-à-vis de leurs ouvriers, vis-à-vis de l'usine. Et comment va-t-on leur demander, par exemple, d'accepter pendant des années de dépenser des sommes extrêmement importantes pour un résultat extrêmement aléatoire? Eh bien, je prends cet exemple-là. On a démarré dans l'idée que c'était l'industrie privée qui, parce qu'on n'était pas la même chose en Suisse qu'ailleurs, allait, parce qu'on justement on n'aimait pas le dirigisme, allait superviser, allait donner une vitalité à la recherche scientifique en énergie nucléaire. Ben, total, au bout de quelques années, on s'est aperçu que c'était impossible. Et le retard qu'on a pris à ce moment-là, on est bien loin de l'avoir rattrapé. Pourtant, les choses s'organisent peu à peu. Les grandes entreprises d'exportation ont bien compris la nécessité de s'unir pour avoir une chance de tirer leur épingle du jeu sur le marché du nucléaire. Aucune d'elles n'a les moyens financiers et les compétences nécessaires pour faire cavalier seule. Quant à la Confédération, elle s'efforce de soutenir et de coordonner les efforts de l'économie privée tout en laissant les coups des franches aux industriels. En 1954,
plus d'une centaine d'entreprises suisses, dont Sulzer, Braun Boveri et Eschervis, décident de fonder un institut de recherche privé en vue de construire un réacteur nucléaire. Ces grandes entreprises, actives dans le domaine des machines et de l'équipement industriel, construisent notamment des turbines et des composantes destinées aux centrales hydroélectriques et thermiques. Elles cherchent maintenant à développer leurs compétences dans le domaine du nucléaire. Le centre de recherche Reaktor AG voit le jour en 1955 et s'établit à Vürenlingen en Argovie. Ce projet marque le véritable début du développement de l'énergie nucléaire en Suisse. Dans un premier temps, il obtient facilement le soutien financier de la Confédération, tout en s'assurant de ne pas tomber sous la tutelle étatique. Dès le mois de juin 1955, Reaktor AG travaille sur le projet Diorit, un réacteur à faible puissance utilisant de l'uranium naturel comme combustible et de l'eau lourde comme modérateur. À Genève, en août 1955, le président de la Confédération, Max Petitpierre, ouvre la première conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, éclataient, semant la destruction et la mort, les premières bombes atomiques. L'humanité apprenait ainsi brutalement qu'une nouvelle découverte géniale avait été faite et qu'une source d'énergie avait été créée d'une puissance extraordinaire. Elle apprenait en même temps qu'une nouvelle menace pesait sur elle, qui pourrait un jour mettre en jeu son existence même. Le 4 décembre 1954, l'Assemblée générale des Nations unies a pris à l'unanimité la décision de réunir une conférence pour rechercher les moyens de développer l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Plus de 70 gouvernements ont répondu à l'invitation des Nations unies. Vous voici, mesdames et messieurs, réunis, prêts à commencer vos travaux, à mettre en commun votre savoir et vos connaissances, à échanger vos expériences, à explorer ensemble les domaines nombreux et divers dans lesquels l'énergie atomique peut devenir un bienfait pour l'homme et lui ouvrir de nouvelles et larges possibilités, que ce soit pour contribuer à augmenter son bien-être ou pour lutter contre les maladies. Pour les industriels suisses, cette conférence tire la sonnette d'alarme. Ils mesurent le retard pris dans le développement des réacteurs et des centrales nucléaires par rapport à d'autres pays. Il n'y a plus de temps à perdre s'ils veulent rester dans la course. Au cours des mois qui suivent la conférence, 3 projets concurrents voient le jour. Cette fois, il ne s'agit plus de développer uniquement un réacteur, comme dans le centre de recherche de Vürenlingen, mais bien de mettre sur pied des centrales nucléaires expérimentales afin d'acquérir les compétences techniques nécessaires pour s'implanter sur le marché international de l'énergie nucléaire. Des 3 consortiums qui se forment alors, 2 sont alémaniques. Le premier, Thermatom, se développe autour d'un projet de renouvellement des installations de chauffage à distance de l'École polytechnique de Zurich. Il est mené par Sulzer, seule entreprise suisse à afficher de réelles ambitions en matière de construction de réacteurs. Le second consortium, Swissatom, réunit 4 des plus grandes entreprises d'électricité du pays. Il prévoit la construction d'une centrale expérimentale fonctionnant avec un réacteur acheté à l'entreprise américaine General Electric. Le troisième projet est celui d'Énergie nucléaire SA, ou ENUSA. Il regroupe la fine fleur de l'industrie romande, les ateliers des Charmilles, les ateliers de Sécheron, les câbleries de Cossonay, mais aussi des bureaux d'ingénieurs, des compagnies d'électricité, des assurances et des collectivités publiques. Les actionnaires d'ENUSA veulent faire contrepoids à la toute-puissance de l'industrie des machines alémaniques. Ils ambitionnent de construire une centrale expérimentale 100% romande qui puisse être montrée au public lors de l'exposition nationale qui se tiendra à Lausanne en 1964. Comme le projet zurichois, cette centrale sera souterraine, ce qui présente des avantages en termes de sécurité, mais aussi du point de vue esthétique. C'est à Luçon, dans le canton de Vaud, qu'ENUSA a trouvé l'emplacement idéal pour ce projet.
Situé près de la route cantonale reliant Lausanne à Berne, au bord d'une rivière, le terrain possède une colline composée de roches de grès homogènes, ce qui facilitera l'excavation de la caverne. Sur le plan technique, c'est le bureau d'ingénieurs lausannois Bonnard et Gardel qui est en charge du projet. Il propose de construire un réacteur en tout point calqué sur un modèle américain, fonctionnant avec de l'uranium enrichi et de l'eau légère. Un choix audacieux, car à l'époque, seuls les États-Unis sont capables de fabriquer de l'uranium enrichi, ce qui induit de facto une dépendance en termes d'approvisionnement. À l'hiver 1958, les 3 consortiums déposent des demandes de subventions auprès de la Confédération. Le Conseil fédéral est prêt à soutenir l'industrie à hauteur de 50 millions de francs, un montant sans précédent accordé à la recherche appliquée. Mais les autorités fédérales posent leurs conditions. Les industriels doivent unir leurs forces et se regrouper dans une organisation faîtière nationale. Ils doivent également s'engager à investir une somme équivalente à celle versée par le gouvernement. Libre à eux ensuite d'investir l'argent dans un ou plusieurs projets. La Confédération fait également comprendre aux entreprises électriques qu'il est hors de question que l'État subventionne l'achat d'un réacteur étranger. La centrale expérimentale devra être intégralement construite en Suisse par des entreprises suisses. ENUSA et Thermatome ne tardent pas à se mettre d'accord et fondent en avril 1960 la SNA, la Société nationale pour l'encouragement de la technique atomique industrielle. Les négociations aboutissent au compromis suivant. Techniquement, c'est la solution du réacteur à uranium naturel et eau lourde du consortium zurichois Thermatome qui est retenue. Proche du diorite utilisé à Wurunlingen, ce type de réacteur paraît plus accessible aux alémaniques. Les romans, quant à eux, s'assurent des mandats et parviennent à imposer le site de Luçon. Preuve de la forte implication de la Confédération dans cette nouvelle société, c'est un ancien conseiller fédéral, Hans Streuli, qui est nommé président de la SNA. En août 1960, le réacteur de l'Institut de Wurunlingen est mis en service. Lors de la cérémonie d'inauguration, on retrouve Max Petitpierre, à nouveau président de la Confédération. Monsieur le Président, quel est votre état d'âme à ce moment où vous allez enclencher le premier réacteur suisse? Bien, je suis très impressionné. Je ne me rends pas compte exactement de toutes les conséquences du geste que je vais accomplir, mais j'ai le sentiment que la mise en marche de ce réacteur est un événement important dans la vie scientifique et aussi dans la vie économique et industrielle de notre pays. L'entrée en activité du diorite est très encourageante pour les protagonistes de la future centrale de Luçon. L'ingénieur lausannois André Gardel, président de la direction technique d'ENUSA, explique ici en quoi ces 2 projets sont complémentaires pour le développement du savoir-faire suisse dans le domaine nucléaire. Eh bien, le centre de Wurunlingen, avec le réacteur diorite, c'est un remarquable instrument de travail, on vous l'a dit, et nous devons chaleureusement féliciter ses réalisateurs. Le but principal de Wurunlingen est de permettre à notre économie de développer une industrie atomique, c'est-à-dire de fabriquer chez nous des réacteurs atomiques destinés à la production d'énergie, en particulier d'électricité. Ces réacteurs industriels, nous devons apprendre maintenant à les fabriquer pour garantir notre approvisionnement en électricité à l'avenir et pour les vendre à l'étranger. Notre pays vide ses exportations pour une bonne part, vous le savez. Luçon, c'est l'occasion d'une première réalisation industrielle. C'est la 2e étape indispensable, après diorite, vers la production industrielle. Et ce sont ces réalisations qui seules permettront la mise en valeur complète de Wurunlingen. C'est pourquoi les industriels suisses poursuivent avec autant d'opiniâtreté la réalisation de la centrale de Luçon. Nous, Romans, y tenons d'autant plus qu'il est capital pour notre économie que notre industrie ne se laisse pas distancer. Mais étant donné le bon esprit de coopération qui existe actuellement, nous avons bon espoir de voir
la construction de la centrale de Luçan débuter l'an prochain. La centrale expérimentale de Luçan constitue donc une étape intermédiaire qui doit conduire à la création d'une centrale nucléaire 100% helvétique, capable de produire de l'électricité à un prix compétitif. On espère ainsi pouvoir mettre sur le marché, aux alentours de 1970 déjà, une centrale d'une puissance électrique de 100 à 250 MW. Pour Luçan, on se contentera d'une puissance 10 fois moins importante. Dans un premier temps, le consortium Suisse-Atome et l'entreprise Brown Boveri ne participent pas à la SNA et au projet de Luçan. Contrairement à Sulzer, qui ambitionne réellement de construire des réacteurs nucléaires, l'entreprise Brown Boveri préfère se limiter à la fourniture de turbines et d'autres pièces d'équipement. Mais pour le président de la SNA, Hans Streuli, il est impensable que la plus grande entreprise suisse active dans le domaine des machines ne participe pas à l'organisation fêtière chargée de développer la technologie nucléaire dans le pays. Usant de toute sa force de persuasion, il parvient finalement à obtenir de Brown Boveri et Suisse-Atome de se rallier à la cause du réacteur suisse, même si les deux acteurs le font sans réel enthousiasme. L'optimisme règne au moment où doit se tenir la première assemblée générale de la SNA en juin 1962. Les autorisations de construction pour la centrale de Luçan ont été délivrées et les quelques recours de la population ont été rapidement balayés. Car en 1962, les opposants aux centrales nucléaires sont encore bien rares. Même les organisations de protection de la nature voient d'un bon œil ce nouveau moyen de produire de l'électricité qu'elles jugent plus respectueux de l'environnement que les centrales hydrauliques ou thermiques. Du côté de la population, notons tout de même quelques protestations de la part de paysans des environs et d'habitants de la commune voisine de Bussy-sur-Moudon. Il y a eu aussi cette délégation de représentants de l'Institut protestant pour jeunes filles de Luçan qui s'est rendue à Berne au printemps pour faire part de ses craintes aux dirigeants de la SNA. Y aurait-il des risques de radiation, de contamination des eaux? La radioactivité pourrait-elle avoir des conséquences négatives sur la fertilité des jeunes pensionnaires? Dans le doute, des parents pourraient renoncer à envoyer leurs filles à Luçan et cela serait mauvais pour les affaires. Mais Hans Streuli fait peu de cas de ces craintes. Elle ne pèse pas lourd face à un projet nécessaire à ses yeux pour assurer la compétitivité à long terme de l'industrie suisse des machines. Car ce projet est vital pour le secteur, Streuli en est intimement convaincu. Lors de l'Assemblée générale du 26 juin 1962, le président Hans Streuli souligne néanmoins qu'il n'a pas été facile de rassembler sous une même organisation toutes les entreprises intéressées par la production d'électricité et les industriels travaillant dans ce domaine. D'aucuns pourraient y voir un mauvais présage pour la suite du projet. Mais l'heure est plutôt aux réjouissances et à l'autosatisfaction. Le premier coup de pioche de la centrale de Luçan est donné le 1er juillet 1962. La fin des travaux de construction est initialement planifiée pour décembre 1964. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu, bien au contraire. Les entreprises de construction mandatées, elles-mêmes membres de la SNA, ne semblent pas accorder la priorité au chantier. En plein boom économique, la branche est en effervescence, les projets de construction sont légion, la main-d'œuvre manque. Le chantier prend du retard, comme l'explique l'ingénieur responsable des travaux, François Guisan, en 1964. Sur le plan du génie civil, nous avons eu quelques difficultés et ces difficultés ont occasionné un certain retard de quelques mois. D'une part, à la suite de l'hiver particulièrement rigoureux que nous avons eu il y a 2 ans et d'autre part du fait que la surcharge manifeste dont ont souffert la plupart des entreprises dans la région lausannoise a entraîné des difficultés dans le recrutement de la main-d'œuvre tant en quantité qu'en qualité et également dans le recrutement de cadres compétents. Et comme aucune sanction n'a été prévue en cas de retard, le chantier avance lentement, très lentement. Au total, il cumulera près de 2 ans de retard, ce qui n'est pas sans conséquence sur la réussite de l'entreprise. Car la Suisse a rapidement besoin de nouvelles sources d'énergie.
La consommation de l'industrie qui prospère et celle des ménages qui commencent à s'équiper en appareils électroménagers augmente de 5 à 6% par an et l'on ne peut plus compter uniquement sur les sources conventionnelles, comme l'explique le président d'ENUSA, Éric Choisy. Si l'on construit une centrale atomique à Luçon, ce n'est pas simple fantaisie d'ingénieurs voulant suivre le goût du jour, mais c'est parce que nous en avons absolument besoin. En effet, nous allons vers l'épuisement des sources hydrauliques en Suisse. D'autre part, le charbon, qui est encore une source d'énergie intéressante pour notre pays, ne joue plus un rôle aussi important que précédemment. Le bois dont nous nous servons encore devient très onéreux, donc plus rare, ce qui fait que nous dépendons au premier chef pour faire face à l'augmentation des besoins en énergie de notre pays sous toutes ses formes, du pétrole. Or, l'importation de pétrole présente un gros inconvénient économique, c'est qu'elle charge le déficit de notre balance commerciale et un inconvénient aussi au point de vue de la sécurité, puisque les 4/5 environ du pétrole dont nous nous servons en Suisse proviennent du Moyen-Orient, c'est-à-dire de pays qui ne sont pas extrêmement stables. Il y avait donc là une hypothèque très lourde sur tout le développement industriel et donc le développement économique de notre pays, hypothèque qui est levée grâce à la découverte de la fission de l'atome et des procédés utilisés pour extraire de l'atome des quantités importantes d'énergie. Mais je m'excuse, Monsieur le Président, n'y a-t-il pas tout de même un important aspect, celui des barrages, celui des forces hydrauliques? Oui, bien sûr. Nous devons achever l'exploitation de toutes les forces hydrauliques possibles en Suisse. L'énergie nouvelle, l'énergie atomique, n'est pas du tout une concurrence des anciennes usines, mais un apport nouveau nécessité par une augmentation nouvelle de la consommation du peuple suisse, tant en ce qui concerne l'industrie que l'agriculture, que les ménages. Donc il a fallu rechercher une source toute nouvelle, et cette source, c'est précisément l'énergie nucléaire. Exactement. C'est une source nouvelle dont nous avons besoin, et c'est pour ça que l'on construit une première centrale à Luçon, qui sera suivie très probablement par d'autres centrales beaucoup plus puissantes. Les grandes compagnies d'électricité, notamment celles réunies au sein du consortium Suisse-Atome, font savoir début 1963 qu'elles souhaitent construire la première grande centrale nucléaire aux alentours de 1970 pour faire face à la pénurie d'électricité qui se profile. Les compagnies d'électricité sont disposées à acheter un réacteur suisse, mais pas à n'importe quel prix. S'il est trop cher, elles se tourneront vers des fournisseurs étrangers. Dès l'automne, les compagnies NOK et BKV entreprennent de discrets pourparlers avec des entreprises américaines en vue d'acquérir des réacteurs à l'étranger. Le directeur de la SNA, Hans Streuli, a vent de ces tractations et s'inquiète des conséquences que cela pourrait avoir pour l'avenir de la filière nucléaire suisse. En effet, le marché intérieur est traditionnellement considéré comme un marché test pour les développements de l'industrie des machines. Si les compagnies électriques se tournent vers des réacteurs étrangers, cela réduit sensiblement les chances de développer une filière de réacteurs suisses. Mais les grandes compagnies électriques n'ont que faire des arguments patriotiques de Streuli. Elles estiment que leur rôle n'est pas de soutenir l'industrie des machines. Dans la première moitié de 1964, la NOK et la BKV annoncent coup sur coup l'achat de centrales clés en main aux États-Unis. Elles justifient leur choix par le retard pris dans le projet de Luçon et par le fait qu'elles n'ont pas d'autres alternatives à moyen terme. Les projets de centrales thermiques soulèvent de vives protestations dans la population et les possibilités de l'énergie hydraulique sont en passe d'être épuisées. Le 17 juillet 1964, l'Assemblée générale de la SNA s'ouvre dans une ambiance morose. Les annonces de la NOK et de la BKV assombrissent les perspectives de commercialisation d'un réacteur suisse, même si les compagnies électriques affirment qu'elles n'abandonnent pas l'idée d'acheter suisse dans un deuxième temps. Autre sujet d'inquiétude, la difficulté de recruter du personnel qualifié et surtout le retard pris dans les travaux. L'exposition nationale bat son plein, mais Luçon ne fait pas partie des attractions présentées au public. Une année plus tard, en 1965, c'est l'argent qui vient à manquer.
Selon les estimations du conseil d'administration de la SNA, il faut trouver 18 millions supplémentaires. C'est beaucoup, d'autant que le conseil fédéral rechigne à desserrer une nouvelle fois les cordons de la bourse. Mais l'arrêt des travaux à Luçan aurait des conséquences catastrophiques sur l'image de l'industrie suisse. La nécessité de poursuivre le projet s'impose et la Confédération finit par accorder un crédit supplémentaire au début de l'année 1966. Au Parlement, on commence néanmoins à s'interroger sur l'avenir de la filière nucléaire suisse. Une motion est déposée demandant au Conseil fédéral de prendre position sur le soutien au développement de réacteurs suisses à long terme. Un vaste round de consultation de l'industrie s'ensuit. Dès lors, un constat s'impose. Il n'y a pas d'unanimité sur la question, loin de là. Et ni le Forort ni les divers organismes consultés ne semblent vouloir prendre de décision sur la poursuite ou l'arrêt du programme de réacteurs nucléaires suisses. Plusieurs options sont envisagées, dont la conclusion de partenariats avec d'autres pays, comme la France, la Suède ou le Canada. Dans cette période de doute, la SNA continue à défendre le projet de Luçan et les choix qui ont été opérés, comme le montre cette interview du vice-président de la SNA, le conseiller national genevois Aymon de Senarclan. Évidemment, nous avons eu beaucoup de problèmes relativement difficiles à résoudre. Nous avons dû mettre d'accord des industries et des bureaux d'études et des chercheurs qui se trouvaient dispersés dans toute la Suisse. Mais enfin, il me semble que nous sommes en train de réussir puisque la centrale de Luçan sera prête au cours de l'année prochaine. Disons, le réacteur divergera déjà à la fin de l'année. En ce qui concerne toute construction de réacteurs, il y a un problème de choix, ce qu'on appelle de filière qui se pose. Sans entrer dans les détails techniques, est-ce que le choix opéré il y a quelques années déjà continue d'être valable à votre avis? Oui, mon sentiment est qu'il est tout à fait valable. La filière, qu'on appelle la filière eau lourde, c'est-à-dire un réacteur avec modérateur eau lourde qui peut utiliser de l'uranium naturel ou d'un uranium très légèrement enrichi, est certainement favorable pour notre pays. Nous ne désirons pas dépendre de l'étranger pour la remise du combustible. De l'uranium naturel, on en trouve partout, tandis que l'uranium enrichi, on en trouve maintenant que dans certains États. Je dirais même que dans un seul État, ce sont les États-Unis d'Amérique. Notre centrale, si elle avait été prête déjà maintenant, elle serait la première de ce type. Mais depuis lors, beaucoup d'États, je crois qu'il y en a 7 ou 10, qui ont adopté ces mêmes principes, qui les étudient et qui nous communiquent très souvent d'ailleurs leurs observations et qui, d'un autre côté, admettent que ce qui a été fait en Suisse est valable. L'industrie suisse, de cette façon, sera dans la course, on peut dire, à peu près à égalité avec d'autres pays industriels concurrents? Oui, enfin, il semble que ça doit être le cas. Naturellement, on ne peut pas savoir quels seront, dans ce même secteur, les développements que les États étrangers pourront, ou la technique étrangère pourra supporter. Par exemple, étant donné les disponibilités d'argent très grandes, disponibilité aussi en spécialistes très grandes qu'ils ont. Mais enfin, on peut imaginer quand même qu'en Suisse, nous arriverons à tenir la concurrence et que le réacteur eau lourde est un réacteur extrêmement prometteur. Mais au printemps 1967, c'est le principal intéressé qui met fin à la période d'incertitude. Sulzer, l'entreprise la plus impliquée dans la construction du réacteur de Luçan, jette l'éponge. Pour les partisans de Luçan, c'est la douche froide. Dans les faits, tout le monde sait que la décision de Sulzer sonne le glas des ambitions de l'industrie suisse en matière de réacteurs nucléaires. Pourtant, à la SNA, on refuse de s'avouer vaincu. Lors de l'Assemblée générale de juin 1967, le président Streuly prend acte de la décision de Sulzer, mais affirme que les buts de Luçan restent inchangés. La centrale sera mise en activité malgré tout, d'autant plus que le projet est à bout touchant. Car dans la centrale, loin des préoccupations des politiques et des industriels, les ingénieurs et les techniciens sont à pied d'œuvre. Ils bichonnent leurs petits bijoux de mécanique 100% helvétique. La télévision suisse romande s'y était rendue au printemps 1966. La visite de la centrale de Luçan, à laquelle nous vous convions maintenant, va vous réserver un certain nombre de surprises, car c'est évident, à l'intérieur nous allons découvrir des choses sans doute étonnantes, mais c'est en quelque sorte, Monsieur Kraft, je le crois bien, une double première, sans abuser évidemment de ces grands mots,
En ce sens que c'est la première centrale nucléaire que nous allons visiter et c'est la première fois et peut-être même la dernière que la télévision suisse pourra montrer un certain nombre de choses. Vous êtes, Monsieur Kraft, ingénieur électricien. Vous êtes également le chef de cette centrale et c'est de votre savoir que va dépendre ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Tout d'abord, dans vos mains, une pièce qui, je pense, est l'étalon qui va nous servir de mesure tout au long de cette visite. Il s'agit d'une barre d'uranium. En fait, de quoi s'agit-il avec plus de précision? C'est ça, c'est un des quelques 2000 barreaux d'uranium avec lesquels nous allons charger le cœur de notre réacteur. Et c'est dans ces barreaux d'uranium que se produira la réaction de fission et le dégagement de chaleur que nous allons ensuite transformer en électricité. C'est donc notre source d'énergie. Oui. Est-ce que c'est lourd? Il y en a bien 4 kilos à peu près dans cette barre. Et ça vaut combien une barre comme ça? Oh, à peu près 500 francs. Oui. Ce qui est important alors, c'est que ce combustible nouveau, le combustible de notre époque, remplace alors dans les centrales thermiques le charbon et le pétrole qu'on utilisait jusqu'à présent. C'est ça, oui. Dans une centrale nucléaire, vous utilisez de l'uranium de cette manière à la place d'un combustible fossile. Et vous avez ici pour quelques wagons de charbon. C'est ça. Et nous allons maintenant pénétrer à l'intérieur de cette centrale, mais il faut que géométriquement et géographiquement, nous arrivions à bien comprendre comment elle se présente. Voulez-vous nous l'expliquer? Si vous le voulez bien, je m'en vais vous faire un petit croquis de nos installations. Voilà la terrasse sur laquelle nous nous trouvions tout à l'heure. La route cantonale se trouverait ici. Nous avons sur la terrasse un bâtiment de service. Nous nous trouvons actuellement ici. Et nous avons également la tour de réfrigération principale avec ses 3 cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure. De ce bâtiment de service part la galerie d'accès qui pénètre dans la montagne. Elle a 100 mètres de longueur à peu près. Et elle aboutit à une caverne, la caverne des machines, perpendiculaire à la galerie d'accès, dans laquelle se trouve la turbine et l'alternateur. Nous allons les voir tout à l'heure. Si vous continuez dans l'axe de la galerie, vous aboutissez à une caverne cylindrique, la caverne du réacteur. Le réacteur se trouve à peu près ici. Et nous avons enfin une 3e caverne, la caverne de la piscine, qui se trouve placée ici. La caverne de la piscine, c'est la caverne dans laquelle nous évacuons les combustibles irradiés et je vous parlerai plus en détail de ces opérations lorsque nous y serons. Peu après ce reportage, les 73 tubes de force du réacteur sont chargés chacun avec 28 segments d'uranium. Cette conception, basée sur des tubes de pression, est bien plus complexe que celle des réacteurs à cuve, mais elle présente l'avantage d'être particulièrement compacte et de correspondre au savoir-faire des industriels suisses. En décembre 1966, la première réaction en chaîne se produit dans le réacteur de Luçon. Nous avons effectué la première divergence du réacteur de notre centrale. Je vous arrête tout de suite là, il y a un mot qui m'intrigue beaucoup, qui doit intriguer beaucoup de monde, c'est la divergence. Le réacteur a divergé, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez sans doute déjà entendu parler d'une masse critique. C'est la masse à partir de laquelle les réactions de fission en chaîne s'entretiennent d'elles-mêmes. Et ce que nous avons atteint pour la première fois hier, c'est une réaction en chaîne entretenue. En fait, ça, ce serait juste l'état critique et nous avons divergé, c'est-à-dire que nous sommes allés un tout petit peu au-delà de cet état et nous avons eu des réactions en chaîne qui augmentaient la population de neutrons, mais très prudemment, très lentement. La phase d'essai peut alors commencer. En tout, elle durera 2 ans en alternant les périodes de test du réacteur et les phases d'amélioration et de finition. Tout n'ira pourtant pas sans accroc. En particulier, 2 soufflantes destinées à faire circuler le gaz carbonique caloporteur dans le circuit primaire posent problème au niveau de l'étanchéité. De l'eau s'est introduite à 2 reprises dans le circuit primaire, nécessitant des modifications et des réparations qui ont duré plusieurs mois. À cela s'ajoute l'incident qui s'est produit dans le réacteur diorite de Wurenlingen lors d'un test effectué avec du combustible de type Luçon. Une fusion partielle d'un barreau d'uranium et de sa gaine de magnésium avait alors nécessité la décontamination et la mise à l'arrêt du diorite pour une période de 2 ans. L'analyse de cet incident conclut qu'il est dû à une montée en puissance rapide du réacteur.
Thermatome recommande alors de conduire le réacteur selon des cycles thermiques les moins brutaux possibles. Malgré ces différents incidents, la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires délivre l'autorisation d'exploitation définitive en décembre 1968, tout en s'assurant que les mesures de sécurité destinées à protéger la population ont bien été prises. Le problème de sécurité qui se pose dans un réacteur, je vous l'ai dit, ça n'est pas celui d'une explosion dans le style d'une bombe atomique, mais c'est celui que provoque la présence dans les éléments de combustible, après leur irradiation, une très grande quantité de matières radioactives qui sont normalement contenues dans le barreau, qui n'en sortent pas. Mais si le barreau devait subir une rupture, si le circuit primaire, le circuit de gaz, devait à son tour également subir une rupture, nous avons encore prévu une troisième barrière que nous appelons le confinement. C'est la caverne du réacteur elle-même qui est complètement fermée et qui résiste à la pression maximum qui pourrait se développer dans le cas de l'accident que nous appelons hypothétique maximum, c'est-à-dire l'accident le pire que nous avons été capables d'imaginer. Et alors il y a un confinement du confinement qui est offert par le rocher. C'est ça, le rocher nous offre d'une part un écran contre les radiations et d'autre part une possibilité de stocker des gaz en cas d'accident. Le 21 janvier 1969, le réacteur est remis en service après une pause de plusieurs mois consacrée à l'amélioration des soufflantes et à divers contrôles. Tout est prêt désormais pour démarrer l'exploitation régulière de la centrale expérimentale. Peu après 4 heures du matin, le réacteur atteint son seuil de criticité et la puissance est augmentée progressivement. Les opérations se déroulent normalement, jusqu'à ce que le réacteur atteigne 40% de sa puissance maximale. Il est un peu plus de 17 heures. Soudain, la radioactivité dans la caverne augmente brutalement, ce qui entraîne l'arrêt d'urgence automatique du réacteur et le blocage du système de ventilation de la caverne. Le réacteur est entré en fusion. Dans la salle de contrôle, les techniciens sont surpris, mais agissent rapidement. Ils appellent le directeur, Jean-Paul Buclin, qui se trouve alors en déplacement à Vürenlingen. Les décisions sont prises sans tarder. Il faut décompresser le circuit primaire et enclencher le système de ventilation de secours équipé de filtres à iode. Il faut surtout sauver le modérateur, la précieuse eau lourde. Il y en a tout de même pour 6 millions de francs. Les opérations se déroulent conformément au plan d'urgence. L'incendie du réacteur est maîtrisé. Néanmoins, des défauts d'étanchéité ont entraîné le rejet de faibles quantités de substances radioactives en dehors de la caverne du réacteur. Par bonheur, personne ne se trouvait dans la caverne au moment de l'accident. Les systèmes de sécurité ont fonctionné, la catastrophe a pu être évitée. Dès le lendemain de l'accident, on s'attelle à rassurer l'opinion publique. Dépêché sur place, le délégué de la Confédération pour les questions atomiques, Urs Horststrasser, affirme que le niveau de radioactivité à proximité de la centrale ne dépasse pas les limites tolérées et que la population ne court aucun danger. Ce que répète dans l'émission d'actualité régionale Carrefour, le chef du service de radioprotection du CERN. Est-ce que vous pensez que dans le cas de l'accident du réacteur de Lucent, il y ait un danger pour les habitants ou les gens qui sont dans le voisinage du réacteur? Non, je ne crois pas pour cet accident au Lucent. Et je comprends aussi, après les informations que j'ai pour le moment, qu'il y a très peu de radioactivité qui est échappée de cette place. Et je crois que tout est sous le contrôle, c'est-à-dire il n'y a pas de problème avec des radioactivités échappées pour à l'extérieur. Donc c'était une bonne solution au fond de choisir les cavernes pour mettre le réacteur. Justement, c'est correct, parce que tout est dedans, n'est-ce pas? Et resté dedans. Donc, Dr Berly, en conclusion, pas d'affolement, il n'y a pas, semble-t-il, un grand danger. Je ne crois pas un grand danger. Je ne crois pas du tout de ce danger autour de cet accident. Je vous remercie. Les spécialistes parlent volontiers d'avarie ou encore de pépins conventionnels. On laisse entendre que la centrale pourra être réactivée. L'opération de communication fonctionne à merveille.
Le nucléaire civil conserve toute la confiance de la population pour quelques années encore. Ce n'est qu'en 2009 qu'une version révisée des événements du 21 janvier 1969 sera officiellement rendue publique. Lors de la cérémonie de création de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, Moritz Leuenberger, alors conseiller fédéral en charge de l'énergie, déclare « En 1969, la Suisse a échappé de justesse à une catastrophe. L'attitude officielle d'alors s'est contentée d'évoquer un incident. Le rapport d'enquête publié 10 ans plus tard avait tiré la conclusion que la population suisse n'avait alors été en rien menacée. Or, aujourd'hui, nous voyons figurer Luçon sur la liste des 20 pannes de réacteurs les plus graves enregistrées dans le monde. La dimension réelle de la panne a alors été dissimulée et évacuée sans commentaire. » Mais que s'est-il réellement passé à Luçon ce jour-là ? Lors de l'arrêt du réacteur pendant les mois qui ont précédé l'accident, de l'eau se serait infiltrée dans le circuit primaire, entraînant une corrosion dans l'élément combustible 59, gênant la circulation du gaz de refroidissement. Le 21 janvier 1969, la montée en puissance du réacteur provoque une surchauffe de plusieurs barreaux de cet élément. Lorsque la température atteint 600 degrés, la gaine de magnésium du barreau combustible central fond, suivi de peu par l'uranium qu'elle protège. L'élément en fusion finit par ployer et entre en contact avec un tube de force qui éclate sous l'effet de la chaleur. Cette explosion provoque une rupture du réservoir du modérateur. Par cette ouverture, 1100 kg d'eau lourde, un mélange en fusion de magnésium et d'uranium ainsi que du CO2 contaminé sont projetés dans la caverne du réacteur. Peu après, une seconde explosion entraîne de nouvelles projections de matière radioactive dans la caverne du réacteur. Ce processus se poursuit pendant quelques minutes jusqu'à l'achèvement de la décompression du circuit primaire. Il y a donc bien eu un début de fusion du réacteur à Luçon ce 21 janvier 1969, mais le pire a pu être évité. Quelques jours après l'explosion, le niveau de radioactivité s'est abaissé et un premier groupe d'employés, équipés de sarcophages complets, peut pénétrer dans la caverne du réacteur pour une première exploration. Il apparaît vite que les dégâts sont considérables et que la centrale est définitivement hors d'usage. Au mois de mars, la radioactivité a décru et les travaux de décontamination du site peuvent commencer. Mais comment s'y prend-on pour effectuer une telle tâche ? On écoute l'ancien directeur de la centrale, Jean-Paul Buclin, au micro de Didier Pradervant en 1999. Alors évidemment, tout s'est arrêté, il a fallu nettoyer, décontaminer. Comment est-ce qu'on vous avez fait ? Puisqu'aujourd'hui, la contamination nucléaire, là où il y avait le réacteur, est quasiment nulle. Comment vous avez nettoyé ? C'est une longue histoire, il y a des étapes. Une première étape où on est soumis en somme à des vapeurs radioactives, on doit se protéger dans des habits de protection complète. 6 mois plus tard, on peut commencer à travailler à la main. Les surfaces de métal propres, on peut les décontaminer au chiffon avec de l'alcool pour aider. Si la surface est rugueuse, c'est l'huile de coude. On n'avait pas de Karcher à l'époque. Et il faut frotter. Ce nettoyage a duré combien d'années ? 3 ans. Pendant 3 ans, ils frottent, assèchent, démantèlent. Ils sortent des tonnes de déchets plus ou moins radioactifs et les enferment dans des fûts métalliques. Un travail inédit pour lequel on a souvent recours au système D. Pour fixer les restes de poussière radioactive encore présents dans la caverne, on n'hésite pas à peindre les murs de 35 mètres de hauteur. Pour le reste, il s'agit de récupérer tout ce qui peut être traité et revendu. L'uranium et le plutonium prennent le chemin de l'usine de retraitement de Mol en Belgique. Quant aux éléments contaminés inutilisables, on les enferme dans de grandes boîtes de conserve. Les déchets faiblement radioactifs sont envoyés pour stockage à Vürenlingen, alors que les composants fortement radioactifs ou de grande taille restent sur place, conditionnés dans 6 conteneurs d'acier. C'est précisément dans le stockage de déchets nucléaires que la SNA entrevoit un avenir pour Luçon. Maintenant, on se demande quelle sera l'affectation future de cette centrale qui a coûté combien ? Qui a coûté dans les 100 millions, un petit peu plus. Eh bien, l'affectation prévue pour le futur est justement le stockage et le traitement de ces déchets radioactifs, de ces pièces activées, et non pas du combustible irradié.
Est-ce que vous ne craignez pas une certaine opposition des communes avoisinantes pour ce stockage ? C'est une affaire d'information du public avant tout. Il y a eu une certaine opposition lorsque cette idée a pénétré pour la première fois dans les milieux locaux. Pour ce qui est de la commune de Luçon même, une certaine information a déjà eu lieu devant le conseil communal en séance plénière. Et je pense que de telles informations objectives du public ne devraient pas permettre à une opposition non justifiée de subsister. Mais la population locale ne l'entend pas de cette oreille. Au cours des années 1970, le vent a tourné. L'opposition au nucléaire s'est développée au sein de l'opinion publique qui a pris conscience des dangers liés aux radiations et des problèmes que posent les déchets radioactifs. Lors d'un débat contradictoire organisé à Luçon en 1977, l'intervention d'un orateur opposé à la création d'un centre de stockage est largement applaudie. Dans la brochure Énergie nucléaire, page 35, moi qui ne suis pas scientifique, je lis simplement ceci, et mes citations sont toujours très brèves. Malgré cela, tout un ensemble de mesures de protection, il s'agit des mesures de protection, ont été prises pour assurer la sécurité de la population. Point. Dans le cas extrêmement invraisemblable, où toutes les disponibilités ou les dispositifs de refroidissement de secours et de sécurité viendraient à lâcher, un séjour temporaire dans des locaux fermés ou dans des abris de protection civile offrirait une garantie suffisante à la population contre la radioactivité. Vous savez donc, à lire ce document émanant de l'Association suisse pour l'énergie atomique du mois d'août 1977, vous savez donc ce qui peut vous attendre, une vie de taupe et de troglodyte. C'est finalement en raison de l'humidité trop élevée des locaux souterrains que le projet sera abandonné. Le site reste en friche jusqu'en 1992, lorsque l'État de Vaud en prend possession pour y stocker des biens culturels. La caverne du réacteur et la piscine sont rendues inaccessibles et partiellement bétonnées. En lieu et place de déchets nucléaires, ce sont donc des animaux empaillés, des objets archéologiques, des bobines de films et des manuscrits précieux qui viennent peupler les tunnels et les cavernes de Luçon. Ce n'est qu'en 2003 que les 6 fûts encore entreposés sur le site quittent les lieux en direction de Vurenlingen. Luçon peut alors définitivement tourner la page de l'épisode atomique. Du moins, c'est ce que l'on croit à l'époque, mais 9 ans plus tard, le site fait à nouveau parler de lui. L'ancienne centrale nucléaire de Luçon fait reparler d'elle 40 ans après l'accident qui avait causé la fermeture. Des concentrations d'isotopes radioactives ont été relevées. Depuis ce matin, l'Office fédéral de la santé publique effectue des prélèvements. Anne-Katia Marchand. Une concentration de tritium dans les eaux de l'ancienne centrale nucléaire de Luçon. Depuis ce matin, les prélèvements se succèdent sur le site. Alors ici, on est sous la caverne du réacteur et on va prélever de l'eau des collecteurs qui sont dans le réacteur pour voir d'où provient le tritium qui a été détecté. L'isotope radioactif a été décelé en grande quantité dans ces eaux depuis fin 2011. L'Office fédéral de la santé publique veut en connaître l'origine et son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, on a fait des prélèvements dans la centrale aux différents points de drainage pour donc connaître la source. Et ensuite, on a fait des prélèvements dans la broie, des prélèvements d'eau, de sédiments, de plantes aquatiques. D'où vient ce tritium ? L'hypothèse la plus probable est qu'il vient de l'eau lourde contaminée qui s'était échappée dans la roche juste après l'accident. À l'époque, les géologues avaient estimé qu'il faudrait 50 ans pour que le tritium vaporisé migre à travers la roche et se retrouve en surface. Il aurait donc pris un peu d'avance sur les prévisions. L'autre hypothèse, plus inquiétante, serait une fissure de l'enceinte de la chape de béton qui entoure le réacteur. Dans ce cas, des radionucléides bien plus nocifs que le tritium, tels que le césium-137, pourraient également être libérés par la roche. Car il reste environ 400 grammes d'uranium radioactif quelque part dans la caverne. Heureusement, cette hypothèse n'est pas confirmée et le taux de tritium retombe rapidement à des valeurs normales. Le site reste néanmoins sous surveillance constante, jusqu'en 2022 en tout cas.
Il ne reste donc plus aujourd'hui que quelques isotopes radioactifs pour rappeler le rêve brisé d'une autarcie technologique de la Suisse dans le domaine du nucléaire. Malgré un soutien sans précédent de la Confédération, qui aura déboursé au total quelques 265 millions de francs pour soutenir les efforts de l'industrie dans le développement d'un réacteur nucléaire compétitif, la filière suisse ne verra jamais le jour. L'industrie des machines, divisée sur les choix techniques, effrayée par les coûts, a préféré conclure des accords avec des partenaires étrangers pour collaborer à la fabrication de composantes. De leur côté, les compagnies électriques, malgré leur caractère para-étatique, n'ont pas joué le jeu du patriotisme commercial. Elles ont préféré se tourner vers des centrales américaines clés en main, plutôt que de risquer la pénurie en attendant un hypothétique réacteur suisse à forte puissance. Reste que l'expérience de Luçon n'a pas été un échec sur toute la ligne, comme le souligne Jean-Paul Buclin en 1971. D'une part, Luçon a permis aux constructeurs d'apprendre à construire un réacteur, et si l'idée de construire un réacteur a été abandonnée, il reste toujours la fourniture de composantes nucléaires. D'autre part, nous avons appris à former une équipe d'exploitation, et sa réaction au moment de l'incident a prouvé que cette formation acquise entièrement en Suisse était entièrement valable. Et l'Institut protestant de jeunes filles, me direz-vous. Il a poursuivi son activité sans être affecté par les déboires de la centrale voisine. Jusqu'en 1985, il existait encore une liste d'attente pour s'y inscrire. Mais les aspirations des adolescentes de bonne famille alémanique ont changé et, crise économique aidant, il a fermé définitivement ses portes en 1995. C'était 1001 archives, proposé par les archives de la RTS. Un podcast réalisé par Mathieu Ramsauer, écrit par Aurélie Roulet, avec la voix de Sophie Richard.